Monde numérique. Plus que jamais, la tech est une histoire de business, de politique et de géopolitique. L'actu cette semaine nous le montre à nouveau, avec Donald Trump qui est en virée dans les pays du Golfe, accompagné par les plus grands patrons de la Silicon Valley, pour vendre de l'intelligence artificielle à prix d'or et signer des contrats colossaux. Sur le vieux continent, c'est un peu la même chanson, même si la mélodie est plus douce. Emmanuel Macron s'apprête à jouer lundi sa grande opération séduction au château de Versailles, Choose Friends. À l'autre bout du monde, en Chine, on continue d'innover à tour de bras malgré les pressions américaines, avec, tenez-vous bien, des processeurs sans silicium. Allez, ce n'est pas tout, il y a aussi de l'innovation un peu fun comme on l'aime. Samsung qui lance son smartphone ultra fin, et puis Google et Apple qui s'installent plus que jamais à bord de nos voitures, notamment pour y mettre de l'intelligence artificielle. À propos d'automobile, justement, on rejoindra Bruno Guglielminetti, non pas à Montréal cette semaine, mais en Italie. Ce petit vénard étant viré chez Ferrari pour parler d'intelligence artificielle dans la compétition automobile. Et puis dans cet épisode, on parle aussi de l'intelligence artificielle au service de la lutte contre la désinformation avec Vera. On découvre l'impression 3D en métal avec Julien Villeray d'EDF. Et direction New York à la rencontre de ces jeunes ingénieurs français qui font carrière dans la tech américaine. Témoignage d'un insider de chez Meta. Voilà, c'est Monde Numérique, l'hebdo du 17 mai 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Comme chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews. Monde numérique, c'est le meilleur de la tech. La tech d'aujourd'hui et de demain. Et l'Internet de demain est peut-être déjà là. Il s'agit d'une technologie française discrète mais innovante qui permet de publier du contenu de manière totalement nouvelle. Il s'agit de Froghands. Froghands, ce sont des sites d'un genre complètement nouveau, accessibles sur tous les appareils, quel que soit le système d'exploitation. Une sorte de web parallèle, basé sur des standards ouverts, sans tracking et ultra sécurisés. Si c'est une philosophie qui vous intéresse, eh bien sachez que vous pouvez participer au développement de Froghands, car la société F2R2 qui porte le projet ouvre son capital au public. Une opportunité d'investir dans une innovation made in France, porteuse d'un vrai changement de paradigme. Toutes les infos pour souscrire sont sur f2r2.fr. Vous pourrez retrouver Froghands prochainement au salon Vivatech à Paris. En attendant, pour en savoir plus, découvrez l'interview de son fondateur Alexis Tamas sur le site mondenumérique.info. On commence comme d'habitude par une séquence actu avec tout d'abord ce voyage à 1000 milliards de dollars. C'est en effet ce que devrait rapporter aux entreprises américaines de tech, notamment le déplacement cette semaine de Donald Trump et de son entourage en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. 1000 milliards de contrats majoritairement dans la défense et dans la tech. Alors que les États-Unis font tout ce qu'ils peuvent pour mettre des bâtons dans les roues à la Chine, eh bien, ils déroulent le tapis rouge aux pays du Golfe, ou plutôt ce sont les pays du Golfe qui déroulent le tapis rouge à Trump et à ses acolytes, en l'occurrence Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang. Bref, le gratin du gratin de la tech américaine qui était également du voyage ces derniers jours pour signer un maximum de contrats. On peut citer rapidement, avec les Émirats Arabes Unis, signature d'un contrat pour la réalisation du plus grand campus d'intelligence artificielle en dehors des États-Unis. En Arabie Saoudite, Nvidia qui a réussi à caser la livraison de 18 000 puces Blackwell à 30 ou 40 000 $ l'unité. AMD qui décroche un contrat à 10 milliards de dollars pour fournir également des puces pour l'IA. Amazon, 5 milliards pour construire des data centers. Et OpenAI qui est également de la fête, qui devrait aussi annoncer des investissements et des contrats.
En France, pendant ce temps, et plus particulièrement du côté du château de Versailles, Emmanuel Macron accueillera en début de semaine prochaine quelques 200 dirigeants des plus grandes entreprises mondiales, principalement du secteur de la tech, pour la 8e édition du sommet Choose France. Alors Choose France, c'est une initiative qui avait été lancée en 2018, destinée à promouvoir l'attractivité de la France auprès des grandes entreprises internationales, afin d'encourager les investissements. On se souvient de la venue sur place de Mark Zuckerberg, d'Elon Musk, etc. Ça a permis de générer des milliers de projets d'investissement portant sur plusieurs dizaines de milliards d'euros. Cette année, les thématiques phares, ce seront l'intelligence artificielle, évidemment, la transition énergétique, les relocalisations industrielles, l'écologie, le tourisme, avec sans doute pas mal d'annonces attendues dans ces secteurs. Pour l'innovation de la semaine, on part en Chine avec une annonce qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire de l'informatique. La Chine affirme en effet avoir mis au point une puce totalement fonctionnelle, une puce sans silicium. Elle serait plus rapide, plus économe et surtout libérée de certaines contraintes qui freinent les technologies actuelles. Explication de Lino Tovena. Et oui, il faut le rappeler, les puces électroniques, ce sont les cerveaux de tous nos appareils. Elles gèrent les calculs, la mémoire, la connexion, et on en trouve dans absolument tout ce qui est connecté, des téléphones jusqu'aux voitures. Depuis des décennies, elles sont fabriquées à base de silicium. Mais ce matériau atteint ses limites, on n'arrive plus vraiment aujourd'hui à miniaturiser les circuits électroniques sans générer de la chaleur, des pertes ou des erreurs. Et c'est là que l'université de Pékin entre en scène. Ces chercheurs ont créé un processeur sans silicium en utilisant à la place deux matériaux bidimensionnels, l'oxysiliciure de bismuth et l'oxyde de sélénite de bismuth. Ce duo permet une circulation ultra fluide des électrons sans surchauffe avec une consommation d'énergie réduite. Résultat, une puce annoncée 40% plus rapide et 10% plus économe que les meilleurs du marché. Alors, ce qui rend cette avancée aussi importante, c'est que l'industrie est justement coincée à cause des limites du silicium. Effectivement, le silicium est aujourd'hui poussé à bout, notamment sur les architectures en dessous de 3 nanomètres. On ne peut plus descendre plus bas sans faire exploser la complexité et les coûts. La Chine, elle, propose ici un nouveau chemin. Son transistor repose sur une architecture d'un nouveau genre appelé GAFET, déjà utilisé sur les puces de dernière génération, mais adapté à ces nouveaux matériaux ultra fins. Et ce n'est pas juste théorique, la puce a déjà été testée sur des circuits existants avec succès. La transition vers l'intégration industrielle semble donc techniquement faisable, reste à savoir si la Chine saura produire ses puces à grande échelle, mais bon, le cap technologique, lui, est bel et bien franchi. Et derrière cette innovation, Lino, il y a aussi un objectif clair et récurrent pour la Chine qui est de devenir indépendant par rapport aux technologies américaines. Donc sur ce terrain, on voit qu'elle avance de plus en plus vite. La stratégie est quasi assumée. Depuis les sanctions américaines, par exemple, Huawei n'a plus accès aux applications Google. En réponse, l'entreprise a lancé son propre système d'exploitation, Harmony OS, qui arrive maintenant sur ses ordinateurs. La Chine a également interdit les puces Intel et AMD dans ses administrations et a développé en contrepartie ses propres processeurs IA. Maintenant, elle avance vers une architecture totalement alternative, sans silicium, sans dépendance. Voilà, une innovation à suivre. Merci pour ces explications, Lino Tovena de la rédaction de Monde Numérique. La suite de l'ActuTech cette semaine, ce sont quelques nouveautés produits. Et d'abord, un nouveau smartphone signé Samsung. Il a été dévoilé le 12 mai. C'est le fameux Galaxy S25 Edge. Alors Edge, c'est la gamme un peu avant-gardiste du fabricant coréen. Et la particularité, en effet, de cet appareil, c'est qu'il est ultra fin, ultra slim, on en parlait déjà la semaine dernière, avec une épaisseur de seulement 5,8 mm. Ça fait environ 1,4 mm de moins que le Galaxy S25. Ça paraît pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme dirait l'autre. En tout cas, ça fait vraiment un truc très très fin, si on accepte bien sûr le bloc photo qui, lui, ressort inévitablement. Voilà, c'est une nouvelle tendance, ces smartphones ultra fins et Samsung voulait être le premier à dégainer, on en attend d'autres pour les mois qui viennent. Certes, c'est une petite prouesse technologique, d'autant que la promesse en matière de photo est assez ambitieuse, mais à noter quand même que cet appareil est équipé d'une batterie de seulement 3900 mAh, ce qui, selon Samsung, serait suffisant pour tenir une journée entière, mais ça pose quand même question, on se demande si plus fin, ça ne veut pas dire moins d'autonomie. En tout cas, il coûte
très cher, ce Galaxy S25 Edge, 1252 à 1372 €. Il a été accueilli avec pas mal de perplexité d'ailleurs, pour ne pas dire plus, par la presse spécialisée. Autre nouveau produit tech, il s'agit d'un bracelet connecté de la marque Whoop. C'est un bracelet sans écran qui traque énormément de paramètres de santé de manière très très fine avec une application qui est très sophistiquée. C'est un produit notamment destiné aux sportifs. Alors deux nouveaux modèles, le Whoop 5.0 et le Whoop MG, qui ont comme particularité d'avoir une meilleure autonomie. On passe à 14 jours, c'est à peu près 3 fois mieux que la version précédente. Et puis surtout, des nouveaux capteurs qui permettent, tenez-vous bien, d'estimer l'âge de votre corps et de prédire l'espérance de vie. Tout un programme. Il permet également de réaliser des électrocardiogrammes et particularité qu'on ne trouve vraiment pas encore sur beaucoup de produits connectés, cet appareil permet de mesurer la tension artérielle. Alors il y a quand même eu une espèce de mini scandale au lancement de ce produit parce que il faut un abonnement pour faire fonctionner ce bracelet Whoop, un abonnement qui coûte entre 200 et 400 € par an. Et normalement, le contrat qui avait été passé, ou en tout cas qui avait été annoncé aux clients, c'est qu'en payant cet abonnement, on avait droit à de nouveaux modèles de bracelets sans débourser un centime de plus. Et là, ils se sont mis à demander 70 € de plus à leurs utilisateurs. C'est très mal passé et la marque a dû faire plus ou moins machine arrière. Côté produit toujours, vous savez qu'il se prépare des choses en matière de lunettes connectées. Google pourrait bien dévoiler des choses plutôt intéressantes la semaine prochaine à l'occasion de la conférence Google I.O. Et du coup, comme Google se prépare, eh bien Meta a tenté cette semaine de lui couper l'herbe sous le pied en faisant tester ces fameuses lunettes Orion à plusieurs journalistes. Orion, c'est donc ces lunettes avec de l'intelligence artificielle, avec de la projection d'images en surimpression, etc., réalité augmentée. Bon, le produit n'est pas vraiment prêt, mais Meta veut occuper le terrain, notamment face à ses concurrents. Tiens, on reparle d'ailleurs de Orion tout à l'heure avec l'un de mes invités, qui est Tommy Tran, qui est ingénieur chez Meta, et ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Du nouveau bientôt sur les écrans de nos voitures, en tout cas sur les véhicules connectés qui sont compatibles Google ou Apple. D'abord du côté de Google, eh bien c'est Android Auto qui va se muscler grâce à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire grâce à Gemini. Google a annoncé le déploiement progressif de Gemini, donc son IA générative de nouvelle génération sur quasiment tous ses produits, Android, Google TV, etc., mais également Android Auto et Android Automotive. Android Auto, c'est donc l'extension de votre smartphone Android sur l'écran de votre véhicule, si celui-ci est compatible. Et Android Automotive, ça va plus loin. Ça ne gère pas seulement la navigation, le divertissement, la communication. Ça peut aussi prendre en charge des fonctions propres du véhicule, comme par exemple la climatisation, l'affichage de la pression des pneus, etc. Et qui ne dépend pas du smartphone. Donc, ces deux systèmes sont déjà en circulation installés sur différents véhicules. Eh bien, ils vont s'enrichir avec Gemini, notamment avec une meilleure compréhension du langage naturel, plus de personnalisation et des interactions plus poussées avec des services Google comme Google Maps. Il y aura même des fonctions de traduction d'après Google. Les mises à jour vont arriver dans les prochains mois. Du côté d'Apple, qui a son pendant, c'est CarPlay, évidemment, eh bien voici CarPlay Ultra, la version plus. Là encore, c'est-à-dire que CarPlay est simplement un miroir de votre iPhone sur votre écran, mais CarPlay Ultra, ça va plus loin puisque ça peut prendre en charge, là encore, quelques fonctions du véhicule comme l'affichage de la vitesse, le réglage du chauffage, de la climatisation, etc., avec un affichage qui s'étend sur tout l'écran, y compris l'écran qui est derrière le volant. Évidemment, il faut donc un véhicule compatible. Vous ne pourrez pas mettre à jour votre voiture CarPlay comme ça aussi facilement. Il faudra carrément changer de voiture. C'est possible puisque les premiers véhicules équipés viennent de sortir aux États-Unis. Et en plus, c'est très accessible à tous puisque c'est la gamme Aston Martin qui va proposer ça, CarPlay Ultra sur les Aston Martin aux États-Unis. Si ça vous tente, voilà, allez-y. Grosse séquence actu cette semaine et on va dire un mot également de cette affaire judiciaire contre Apple. En France, une action collective qui est en train de se mettre en place, lancée par plusieurs avocats
pour tenter de recueillir des plaintes contre la marque à la pomme, motif, violation de la vie privée et écoutes abusives. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, rappelez-vous, en fait, c'est cette affaire dont on a déjà parlé, qui remonte à 2019, basée sur le récit d'un ancien employé d'une entreprise sous-traitante d'Apple, qui était chargé d'éplucher des enregistrements des utilisateurs de produits Apple pour améliorer la reconnaissance vocale. Et dans le lot, il y avait beaucoup de faux positifs, notamment, c'est-à-dire lorsque Siri se déclenche par erreur en croyant avoir entendu son nom. Le problème, c'est que bien que les enregistrements soient anonymisés, Apple n'aurait pas suffisamment prévenu ses utilisateurs à l'époque. L'employé en question, qui est aussi un militant anti-GAFAM, affirme donc avoir eu accès à des conversations très privées. Il y aurait donc une violation de la réglementation en la matière. Et ces avocats français ont décidé de porter le fer. Ils ont créé un site pour recueillir des témoignages de tous les gens qui ont des produits Apple et qui se sentiraient concernés. Alors il faut dire qu'il y a quelques mois aux États-Unis, Apple avait essuyé le même genre d'accusation et avait accepté de verser près de 95 millions de dollars pour mettre fin à la procédure. Ça ne voulait pas dire qu'ils se reconnaissaient coupables, mais ils ne voulaient pas faire traîner cette histoire-là. Ils n'ont peut-être pas pensé, à ce moment-là, chez Apple, que ça donnerait des idées à d'autres. Et donc, cette action, entamée en France par 3 avocats, dont l'ancien député écologiste Julien Bayou, cette action vise à faire pression dans un premier temps sur la marque à la pomme, au nom des consommateurs français. Et s'il n'y a pas d'accord, eh bien, ça pourrait déboucher sur une action en justice. Reste à savoir si on pourra vraiment prouver qu'Apple a violé la vie privée de ses utilisateurs, alors qu'il y a quand même des systèmes pour bloquer la remontée d'informations. Et puis le risque aussi de cette nouvelle affaire, c'est que ça relance une fois de plus les craintes et les soupçons de surveillance passive de la part des smartphones. Il y a beaucoup de gens qui croient que leur téléphone les écoute pour leur envoyer de la publicité ciblée. Et on le répète une nouvelle fois, non, ça n'est pas possible techniquement et ça n'existe pas. Et on termine ce round-up de l'ActuTech avec une petite histoire, sans doute l'illustration de la manière la plus bête d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça s'est passé en Grèce. Une femme a demandé le divorce après avoir fait analyser par ChatGPT le fond de sa tasse de café. Et oui, car chacun le sait, notre futur mais aussi notre présent sont inscrits au fond de notre café. Ça s'appelle lire dans le marc de café. Mais quand on n'a pas de voyante sous la main, eh bien, on fait appel à l'intelligence artificielle. C'est ce que s'est dit cette brave dame. Elle a donc pris une photo des 2 tasses à café, de la sienne et de celle de son mari, et elle a interrogé ChatGPT. Lequel gentil chatbot, ne voulant pas contredire la dame, sans doute, a répondu que oui, il y avait quelque chose de louche, que son mari était attiré par une jeune femme dont le prénom commençait par E, qu'ils avaient une relation et qu'il finirait par la quitter pour partir avec cette maîtresse. Et du coup, elle n'a pas cherché à comprendre plus loin, cette brave dame, et elle a demandé immédiatement à son mari de quitter les lieux et elle a entamé une procédure de divorce. Ce que révèle cette histoire, surtout, je trouve, c'est la confiance que l'on peut malheureusement mettre dans ces outils technologiques quand on ne comprend pas très bien comment ils fonctionnent, et notamment quand on ne sait pas que l'IA adore inventer des choses, et en plus qu'elle adore conforter les utilisateurs dans leurs certitudes. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Alors cette semaine, tu n'es pas dans ton Québec habituel puisque tu es en Italie. Et si j'ai bien compris, tu es chez Ferrari, carrément, pour parler avec aussi des gens d'AWS d'intelligence artificielle dans le sport et dans le sport automobile notamment. Raconte-nous ça. Ben écoute, si je tourne les coins ronds et je résume, évidemment, il y a tout le côté de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser le comportement de la voiture en tant que telle. Il y a un chiffre assez formidable qui a été répété de nombreuses fois depuis que je suis ici. Les véhicules, les bolides, et donc pas ceux seulement de Ferrari, mais d'autres écuries, génèrent à la seconde 1,1 million de 1,1 million de données à la seconde. Wow.
Et donc, évidemment, tu t'imagines que, puis ils ont, pour générer ça, dépendamment des écuries, c'est entre 300 et 600 capteurs sur les voitures. Ça inclut aussi celles qu'il y a dans les pneus, comme la plupart des nouveaux véhicules. Mais donc, c'est autant de capteurs, de senseurs qui permettent de générer autant d'informations. Puis tu imagines qu'un million de données par seconde, il n'y a pas un humain qui est capable de traiter ça. Ouais. Bon. Mais du coup, c'est tentant, j'imagine, d'essayer d'exploiter ces données pour en faire quelque chose. Ben oui. Puis d'autant plus qu'en faisant beaucoup de travail pour préparer cette rencontre que j'ai avec les gens, je me suis rendu compte que les voitures de F1 génèrent de la donnée depuis 1980. Sauf que la plupart de ces données-là étaient prises manuellement, puis après, ils arrivaient à faire quelque chose avec ça. Mais il n'y a jamais eu autant de données qu'aujourd'hui avec le million là, de données à la seconde. Ça, c'est une information qui est importante. L'autre information qui est importante, c'est de voir que c'est aussi en train de changer l'IA au niveau de la F1. C'est aussi en train de changer le travail et l'expérience des gens qui font le spectacle autour de l'IA. Et là, je parle aux diffuseurs. Tu sais que la façon que ça fonctionne en F1, puis c'est vrai pour d'autres sports, là, mais on parle de F1, l'entreprise qui est derrière la F1 a sa chaîne de télévision et donc c'est eux qui se baladent à travers le monde pour capter la course et la distribuer en signal international à tout le monde, à toute la planète. Et donc, eux, à l'intérieur de ça, ils ont demandé, puis ça, c'est les gens de AWS qui ont développé ça, mais un nouveau système qui permet de prendre toutes ces données qui sont disponibles à partir des bolides, mais aussi à partir des capteurs sur la course. Puis là, les capteurs sont installés à 100 mètres, 200 mètres de distance sur le parcours de la course. Et donc, d'approvisionner le diffuseur en données. Mais évidemment, s'il lui envoyait toutes les données, il y a pas un diffuseur qui arriverait à analyser ça. Alors, AWS a créé un tableau, si tu veux, un dashboard, qui permet une analyse en temps réel pour savoir où sont les luttes intéressantes à faire, les duels de pilotes avec leur véhicule. Ouais. Et donc, ce que ça permet, par exemple, aux producteurs, c'est de savoir où aller chercher la prochaine image à nous présenter, parce que là, il y a deux pilotes qui sont en train de se faire la guerre. Dans le temps, bien évidemment, ça allait de façon manuelle. Là, les gens, le réalisateur regardait la vingtaine ou la trentaine d'écrans de moniteurs devant lui, puis il disait, il y a quelque chose qui est en train de se passer là, on s'en va sur la 22 ou on s'en va sur la 10, mais là, c'est plus ça. C'est carrément, il y a une IA qui suggère les courses les plus intéressantes. Évidemment, bon, il prend ou il prend pas, mais c'est en train de lui suggérer. Et on est dans la prévision, là, parce que l'IA analyse en disant, ben là, il se rapproche, là, puis et en fonction... Là, ils vont se rentrer dedans, là. Oui, ouais. Alors, ça, c'est un autre sujet, mais il est vraiment en train d'analyser toutes les données. Donc, il va calculer pour voir la voiture, si elle est prête, elle n'est pas prête, s'il est en train de faire des changements de vitesse. Et donc, c'est presque la job d'un vrai humain qui regarderait toutes ces caméras-là pour voir. Alors ça vient changer le volet du réalisateur, du producteur, mais parallèlement, l'animateur, lui, ou le commentateur de la course, et là, c'est vraiment chouette parce qu'on lève le voile sur quelque chose. S'ils ont l'air si intelligents aujourd'hui, dans le temps, c'était vrai, là, c'était vrai. Dans le temps, c'était vraiment toute la préparation. Mais aujourd'hui, ils ont l'information donnée toute cuite. Sur leur moniteur devant, oui. Et donc, ils peuvent, quand il y a deux voitures qui se courent l'une après l'autre, ben ils ont un tableau de bord puis ils arrivent à savoir tous les chiffres du véhicule et ils sont même capables presque de voir où ils s'en vont, les pilotes, et à quel moment ils devraient prendre la courbe. Alors évidemment, un animateur qui maintenant travaille avec de la donnée arrive à être beaucoup plus performant et très bon à prédire qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Alors ça, là, j'avoue que ça... Mais ce que ça soulève, et j'ai challengé la personne qui nous présentait là-dessus, j'ai dit, c'est beau, c'est beaucoup d'informations qu'on donne, mais j'ai dit, ultimement, votre système qui offre cette programmation-là, si vous la liez avec un système de diffusion, tant qu'à aviser le réalisateur qu'il y a une belle shot, il y a une belle image à aller chercher, il pourrait le faire tout seul et il pourrait changer l'image. Ben, c'est ce que j'allais te dire. Ben oui, j'ai dit, mais poussons plus loin. Au bout du bout, c'est même plus besoin de réalisateur et même plus besoin de commentateur. Ben non, parce qu'ils ont déjà les voix de synthèse. Quand tu regardes ce qui est en train de se faire maintenant au niveau du golf,
les grands tournois de golf, là, les gens de WS travaillent là-dessus, et ils nous disaient qu'il y a seulement 15% de tous les images sur un terrain de golf qu'on voit vraiment à la télé. Et donc, le 85 autres, ben, on les voit pas. Sauf que si on va maintenant sur des sites web qui sont alimentés à ça, ben, il y a des voix de synthèse, un peu comme un Notebook LM, qui génère des commentaires sur le parcours complet d'un joueur sans vraiment avoir été là. Mais à partir des données qui sont générées par des capteurs, ben, ils sont capables de faire le descriptif de partie. Alors, on n'est pas tellement loin. Maintenant, est-ce que le public sera au rendez-vous? C'est l'autre question, parce qu'on aime bien ces animateurs-là. Hein, puis il y a une chaleur et tout ça. Mais on n'est pas tellement loin d'un jour où on pourrait avoir une équipe de production totalement virtuelle en partant du caméraman sur les pistes en allant jusqu'à l'animateur pendant le match. Ouais, ça se fait déjà pour la presse écrite, hein, puisque l'IA rédige déjà des comptes rendus de matchs, etc. Basé sur les données, c'est voilà, ça. Alors, pas de commentaires en direct, mais ça permet de faire des commentaires écrits qui arrivent On n'est très plus vite après tellement la loin. rencontre. Hein? On n'est plus très loin. Ouais. Super, passionnant, Bruno. Merci pour cet éclairage donc sur la Formule 1 et l'intelligence artificielle. Hey, Jérôme, tu voulais revenir sur quelque chose qu'on a dit la semaine passée. Oui, il faut qu'on fasse un petit... Alors, ça n'a rien à voir, c'est un tout autre sujet, hein, mais chaque semaine, on parle de différentes choses. Petit rectificatif, parce que moi, j'aime bien quand on reconnaît ses erreurs, et on a dit une bêtise la semaine dernière dans notre débrief Transat, c'était à propos de Google et Apple, l'accord qui existe entre ces deux grandes entreprises pour que Google soit le moteur de recherche par défaut sur l'iPhone, etc. On a parlé trop vite, Bruno. On a expliqué que c'était Apple qui payait 20 milliards par an à Google pour ça, et en fait c'est le contraire, c'est Google bien sûr qui paye Apple. Voilà, j'ai eu plusieurs remarques, donc mea culpa, et il fallait qu'on fasse ce rectificatif. Mais d'ailleurs toujours en matière d'informatique, il y a un autre sujet, je ne sais pas si tu l'as vu passer, moi qui m'a bien retenu mon attention cette semaine. En fait c'est quelque chose qui va arriver très prochainement, c'est du côté de la Chine, c'est Huawei, le fabricant chinois qui a été blacklisté, hein, on le sait, par les États-Unis, qui a dû donc tout revoir pour ce qui concerne ses smartphones. Il ne peut plus vendre de smartphones aux États-Unis, il ne peut plus en vendre non plus en Europe parce qu'il n'y a plus les services Google. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont, on le sait, développé leur propre système d'exploitation à partir d'Android, à partir de la partie purement open source d'Android. Donc, il n'y a pas les services Google, mais c'est quand même de l'Android. Et ils ont tout mis en place, un magasin d'applications, des applications. Tout l'écosystème est monté, là. Ouais. Ils ont recréé complètement un écosystème alors qu'on les disait morts. Ouais. Et là, le 19 mai, ils lancent un PC. Un PC qui n'aura pas besoin de Windows, qui n'aura pas besoin de macOS évidemment. C'est-à-dire que tellement encouragés par leur réussite sur le mobile. L'accueil. Voilà. Ouais. Et ils vont décliner donc HarmonyOS Next, c'est comme ça que ça s'appelle, qui sera un système qui sera complètement affranchi des systèmes américains. Et donc je trouve que c'est fou parce que si on remet ça dans le contexte qu'on connaît de rivalité entre la Chine et les États-Unis, on a l'impression que tu vois, les Chinois, on les a blacklistés, Trump essaye de les mettre hors jeu pour un certain nombre de choses, mais finalement, ils font leur système, ils font leur OS mobile, ils font leur OS fixe, ils sont en train de faire des puces. On sait qu'il y a un embargo sur les puces Nvidia. Trump ne veut pas que Nvidia leur vende des puces de toute dernière génération. Et puis même, il y a eu un pataquès parce que Nvidia a quand même vendu des puces un peu dégradées, mais ça a énervé l'administration américaine, etc. Du coup, ils ont été obligés de l'arrêter. Enfin, je ne sais pas trop où ça en est d'ailleurs, mais bref. De toute façon, les Chinois sont en train de développer leur propre et c'est Huawei encore. Et c'est Huawei encore. Et puis, on a entendu parler de DeepSeek. Alors, tout ça pour dire que finalement, cette espèce d'embargo contre la Chine de Donald Trump, puisque c'est son obsession d'essayer de freiner les ardeurs de la Chine, on se demande si ça va pas créer... ça va créer l'effet inverse. Hein. Ouais. On sent que ils sont piqués au vif et ils y vont à fond, les Chinois. Puis moi, je pense à des marchés, on ne dira pas émergents parce que ça fait longtemps qu'ils ont émergé, là, mais je pense à des marchés comme l'Afrique, par exemple, où la Chine est de plus en plus présente. Et là, tu arrives avec un joueur, comme les joueurs chinois le sont, qui arrive dans un écosystème qui est ouvert à leur offre technologique, parce que les Chinois ont installé des systèmes de télécommunication, parce que les Chinois sont présents, parce que les Chinois subventionnent une partie de l'adoption de leur technologie. Et là, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que tu achètes un produit, un ordinateur qui vient avec la solution de Microsoft, qui te tient à la gorge depuis les débuts du monde du PC, ou est-ce que non, puis on peut s'assurer qu'ils vont casser les prix avec leur PC, tu décides de prendre un PC chinois qui te propose un nouvel environnement et puis où tu te sens moins oppressé parce que c'est pas l'hégémonie qui est là depuis les tout débuts du PC personnel. Moi, j'ai tellement l'impression que ça va se retourner contre les États-Unis. Ça va se retourner contre les Américains. Ouais. C'est dingue. Bon, on verra. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Imagine-toi donc que tant qu'à être en Italie, évidemment, je vais parler d'automobile. Sans blague. Oui, j'ai passé la semaine avec les gens de Ferrari. Il faut bien que ça donne quelque chose. Mais je vais parler, j'en profite parce que ici, j'ai rencontré des gens notamment qui s'occupent du sport en général chez AWS. Alors, on va parler de la technologie dans le sport. Mais sinon, deux sujets qui pourraient intéresser les gens qui nous écoutent présentement. Je reviens sur Léo. Est-ce que tu connais Léo à Lyon? Et je ne crois pas, non? Léo à Lyon, c'est une boîte. Léo à Lyon. Ouais, c'est Léo Ego, ou c'est quelque chose comme ça à Lyon, et c'est un service d'autopartage. Alors, ces gens-là ont décidé de venir partir un service ici au Québec, à Montréal. Cool. Alors, je rencontre les gens qui sont derrière Léo, le nouveau service d'autopartage. Imagine, ils lancent le service avec 600 véhicules à Montréal. Tu connais la taille de Montréal, alors tu vois qu'il va en avoir, c'est concentré dans certains coins. Ouais. Et puis, autre sujet. J'en profite, pour saluer, j'ai beaucoup d'auditeurs de monde numérique dans la région lyonnaise, je le sais, donc je les salue au passage. Bon. Je veux pas saluer les Montréalais aussi? Et je salue évidemment les Montréalais qui sont parce que t'en as également très nombreux à écouter Monde Numérique. Écoute, c'est tellement drôle. Maintenant, quand je me promène, tout le monde me dit « Ah, comment va Jérôme? Comment va Jérôme? » Je dis « Écoutez, vendredi, vous allez le savoir comment il va. » Mais sinon, autre sujet, et là, je suis tombé en amour avec le nom d'une entreprise. Ça s'appelle la Société des Lumières. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils allument pas puis ils ferment pas des réverbères. Eux, ce qu'ils font, ça aurait été beau, hein? Quelle histoire. Mais des réverbères au Québec, il n'y en a plus, je te rassure. Non, eux, ils ont développé un système qui permet de faire la synchronisation des feux de circulation en utilisant l'IA. Comment ils font? Je te résume vite, mais l'entrevue vaut la peine d'être écoutée. Ils placent des capteurs sur les feux de circulation et il y a un système qui gère lui-même. Donc, aussitôt que tout le monde est passé et qu'il n'y a plus personne, il change les feux de couleur pour que... Voilà qui est malin. Oui. Enfin. Et là, ils ont fait pas seulement de manière bête programmée à l'avance, quoi. Non, c'est justement... Alors, pendant toute la journée, ils s'adaptent en fonction du flux de voitures qui est là. Ouais. Et ce que me disait le PDG de l'entreprise, c'est que, évidemment, au niveau de la gestion de la circulation, c'est une bonne chose, mais c'est au niveau aussi de l'empreinte qu'on laisse, l'empreinte de carbone, parce que il y a plus 2-3 minutes à attendre que le feu tourne au vert pendant qu'il n'y a rien qui s'en vient de l'autre côté. Alors, l'impact, puis ils l'ont testé dans quelques municipalités, l'impact là, est vraiment important. Alors, et puis cette semaine, ils rencontraient l'association des maires des différentes municipalités au Québec pour leur présenter. Mais évidemment, j'espère qu'ils ne vont pas arrêter seulement au Québec, puis aller vous offrir aussi cette technologie-là. Formidable. Voilà. Mon cher Bruno, écoute, je te souhaite une bonne fin de séjour en Italie, un bon retour à Montréal, chez toi, et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao! Monde numérique, le meilleur de la tech. On poursuit avec les interviews de la semaine. Tout à l'heure, je vous emmène à New York avec un reportage et un éclairage un peu différent de d'habitude sur la tech, puisque c'est un témoignage plutôt personnel de ce qu'on appelle un insider, quelqu'un qui est à l'intérieur d'une entreprise, en l'occurrence cette entreprise chez Meta. Il est français, c'est un jeune ingénieur, il nous parle surtout de sa vie de français expatriés. Ils sont comme ça assez nombreux à faire tourner la tech américaine. Voilà, à retrouver
dans quelques minutes. Avant cela, on va s'intéresser à l'impression 3D métallique. C'est absolument spectaculaire. C'est Julien Villeray d'EDF qui va nous parler de ça dans un instant. Mais auparavant, on revient sur l'un des sujets les plus importants du moment sans doute, qui est la vérification des informations qui circulent sur Internet et la vérification notamment grâce aux technologies, grâce à l'intelligence artificielle. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast ou sur Spotify. Sinon, retrouvez-les la semaine prochaine en épisodes séparés sur le fil du podcast Monde Numérique. Bonjour Florian Gauthier. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur d'une ONG, une organisation non gouvernementale française, qui a lancé un système, un service plutôt original de vérification des faits grâce à l'intelligence artificielle. Vous pouvez nous présenter un peu Vera et Ask Vera, comment ça fonctionne exactement ? Et en fait, l'idée, c'est que contrairement aux autres intelligences artificielles classiques, Vera est connectée uniquement à un ensemble de sources fiables. De sorte que lorsqu'on lui pose une question, elle va aller vérifier dans un ensemble de sources circonscrites et sélectionnées par un comité d'experts, on pourra en reparler plus tard, et ensuite vous répondre uniquement en se basant sur ces sources. Et lorsqu'elle répond, donc c'est à travers une conversation, donc soit sur WhatsApp, soit sur Instagram, soit par téléphone. Et Vera cite toujours ses sources. Donc c'est l'intérêt, c'est qu'on a tout de suite la réponse, mais derrière on peut aller vérifier soi-même sur les sources en cliquant sur les URL et en regardant d'où vient cette information. Et ça peut vérifier quel type d'information par exemple ? Ça peut être une actualité, une information. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de questions qui sont liées aussi à la santé, une fake news, un truc qu'on entend et surtout un truc qu'on voit sur les réseaux. Il y a un déluge d'informations gigantesques, énormément d'informations qui sont manipulées, transformées, tronquées. Et donc l'idée, c'est de proposer un moyen tellement simple, tellement fiable et tellement accessible que qu'on rentre dans le quotidien des gens et on permet aux gens de vérifier l'information. Alors qu'avant, en fait, finalement, c'est assez difficile de vérifier l'information, ça prend du temps, surtout avec l'immensité de déluge d'informations qu'on reçoit. Si chaque fois on doit aller faire une recherche, un moteur de recherche, croiser les sources, trouver les sources fiables, ça prend trop de temps, les gens ne le font pas. C'est vrai que ça va tellement vite aujourd'hui, des fake news, il y en a 10 000 par jour sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a même, c'est passé à un stade industriel, il y a des fabricants de fake news. Dernièrement, il y a eu l'affaire du faux mouchoir d'Emmanuel Macron dans le train avec ses homologues européens, etc. Enfin, c'est maintenant, ça se passe en quelques heures. Comment est-ce que vous arrivez à répondre comme ça à des questions hyper chaudes ? Ce qui se passe, c'est que Vera, alors ça c'est très important en fait dans l'IA, c'est que contrairement à une IA classique, si Vera ne trouve pas la réponse dans ses sources, elle dit je n'ai pas trouvé de source fiable pour répondre à la question. Et ça c'est pas ChatGPT quoi. ChatGPT, il va essayer coûte que coûte de te répondre. En fait, c'est plutôt rassurant quand l'IA dit je n'ai pas trouvé de source fiable parmi mes sources, mais vérifiez les faits. Ça veut pas dire ça n'existe pas, mais ça veut dire je n'ai pas trouvé d'information. Donc ça c'est hyper important. Et donc en général, par exemple, nouveau pape, là, c'est le temps que Le Monde fasse un article dessus ou le temps que les articles soient actualisés dans les moteurs de recherche. Et là, Vera peut avoir l'information. Vraiment, ça se joue à quelques minutes. On va faire le test, mais nous, on a une équipe, donc on a des experts qui font des tests régulièrement, qui évaluent les réponses. Et même, on a des tests de satisfaction. Et en fait, on a plus de 90% des gens qui évaluent très positivement les réponses de Vera. Alors, en fait, on s'aperçoit que sur les réseaux, sur X notamment, où c'est peut-être là où il y a le plus de fake news aujourd'hui, les IA commencent à s'imposer, et notamment Grok, notamment Perplexity, etc. Vous êtes en concurrence finalement avec ces systèmes de vérification d'infos, non ? Pas tant, parce que ce ne sont pas des systèmes de vérification finalement, ce sont des IA qui sont généralistes, qui cherchent à répondre à énormément de problématiques. Et en fait, on se distingue déjà à bien des égards. Déjà, d'une part, c'est que nous, on est entièrement dédié à la vérification de faits. Et le fait qu'on limite Vera à un ensemble de sources et qu'elle soit pas autorisée à aller derrière, ça nous donne un avantage, en tout cas en termes de qualité de vérification de faits, qui est gigantesque. C'est malheureusement très difficile de contrôler une IA généraliste sur les sources sur lesquelles elle va aller piocher, puisqu'elles sont entraînées sur des pétaoctets de données. Donc le fait qu'on circonstruise, c'est hyper important, mais aussi l'accessibilité de Vera. Le fait que Vera, ça soit déjà un service entièrement gratuit, accessible par téléphone ou accessible directement sur Instagram maintenant. Il suffit d'envoyer un DM sur Instagram pour avoir une vérification. Fait qu'on rentre beaucoup plus facilement dans le quotidien. On est sur Instagram, on voit un post qui passe,
paf, on envoie un DM, on change pas de plateforme Mmh. et tout se fait dans l'instant. Et donc cette accessibilité de Vera, je pense que c'est un point clé qui rend Vera beaucoup plus Ouais. pratique finalement, Mais dans le business. qu'est-ce que ça vous a appris, au fil des mois? Qu'est-ce que vous avez, découvert sur, je sais pas, les tendances en matière de désinformation, les questions que les gens peuvent se poser? Est-ce que vous arrivez à en tirer des enseignements, aujourd'hui après, plusieurs mois d'utilisation de Vera? Bah, moi, je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point on voit que les gens attendaient un outil comme ça de vérification. Lorsque je vous parle de la rétention, mais le fait qu'on rentre aussi fort dans les habitudes des utilisateurs et qu'on arrive à les convaincre dès la première question, ça, c'est bluffant et ça en dit long sur, le besoin finalement que Vera comble. Ce besoin d'avoir un endroit qui est fiable, auquel on fait confiance pour poser une question, instantanément. Et on voit aussi que les questions, elles sont pas du tout uniquement dans la vérification d'un fait qu'on voit, mais aussi, par exemple, sur des questions de santé. Il y a énormément de désinformation en santé. Par exemple, en Afrique, on a appris récemment qu'une fake news avait fait reculer de 10 ans les efforts de vaccination sur Ebola. Une fake news qui a été propagée. Donc la santé, c'est clé et aujourd'hui, il y a des organismes qui font un travail exceptionnel, dans la vérification de faits de santé, notamment l'INSERM, que nous, on a connecté à Vera. Et donc, pareil, se dire, bah voilà, en santé, on se pose une question sur un traitement, quelque chose qu'on a vu, boire du jus de tomate pour soigner le cancer, on l'a vu sur une question. Bah, ah bah non, c'est une fake news qui est sortie. Bah, c'est rassurant, quoi. Quand on est livré à soi-même sur Google, bah, en fait, on va tomber sur Doctissimo, on va tomber sur plein de sources, comment savoir ce qui est vrai, un forum, un post d'un oncle sur Facebook. Enfin, donc on sent on a créé une espèce de safe space où on peut poser les questions d'actualité. Et enfin, l'autre truc qui est super fort, c'est que on est beaucoup plus honnête avec un moteur de recherche ou avec une IA qu'avec des proches. Et donc les gens Ah se ouais. livrent beaucoup plus. C'est beaucoup plus facile de dire à Vera qu'on a la colique, qu'on a un problème intestinal, que le dire à un repas de famille. Parce Ouais. qu'on va se faire juger, parce qu'on va rigoler. Et donc on voit que les gens se livrent beaucoup plus. Et en fait, vu que la vérification des faits touche aussi à son cœur, enfin parfois on adhère à une théorie, machin, bah, en fait le pouvoir, l'important, la capacité à se livrer ou la confiance en un outil est clé dans cette vérification de faits. Mmh. Donc ouais, voilà. Et l'autre truc qui me surprend énormément, c'est à quel point ça s'adresse à tous les âges. C'est fou. Enfin, on voit des questions de jeunes et non, tout est anonyme. On stocke aucune donnée personnelle. On Ouais, enlève c'est le numéro de téléphone de base de données. Tout est crypté. Enfin, il y a rien. On garde les questions pour essayer de comprendre, bah, analyser la capacité de Vera à répondre. Donc, mais mais on voit vraiment des jeunes, des collégiens limite qui posent des questions sur une disserte ou quand est né machin ou un truc ou une idée qu'ils veulent valider. Et ouais. à la fois, on voit aussi des personnes beaucoup plus seniors parce que les questions sont beaucoup mieux formulées ou même dans le style, on voit que c'est un style, beaucoup plus adulte ou même senior et c'est des usages différents mais qui se ressemblent vers, «J'ai envie de vérifier l'info» et voilà. Et c'est assez surprenant. Ouais. Alors on rappelle comment est-ce qu'on peut accéder à Vera et questionner Vera donc Le plus simple, c'est d'aller sur askvera.org. Donc vous ouais. tapez Ask Vera sur Google et vous tombez ou n'importe quel moteur de recherche et vous tomberez sur le site et là, vous pouvez directement dialoguer avec Vera par WhatsApp ou peu importe. Mais en revanche, sinon, vous pouvez ajouter le numéro de téléphone en tant que contact. Donc vous l'appelez Vera, vous donnez le numéro de téléphone, vous l'enregistrez, puis après vous avez accès, vous lui passez un coup de fil, vous lui parlez sur WhatsApp ou sinon vous allez sur Instagram et là, vous allez sur askvera_org, vous lui envoyez un message privé et vous allez être surpris, de la vitesse à laquelle elle peut, vérifier des informations. Merci beaucoup Florian Gauthier, cofondateur de Vera, VERA. Bonjour Julien Villeray, Bonjour Jérôme. directeur de l'innovation d'EDF. On se retrouve comme chaque mois dans Monde Numérique en partenariat avec EDF et on parle ce mois-ci, Julien, d'une innovation assez étonnante. On connaît les imprimantes 3D qu'on peut avoir à la maison hein, pour imprimer des petits objets en plastique le plus souvent. Mais il y a quelque chose qui intéresse beaucoup les entreprises en ce moment. C'est un système d'impression 3D métallique. Racontez-nous ça. Eh ben, c'est exactement, ça, c'est qu'on a finalement transposé ce principe d'imprimante 3D, grand public, hein, qu'on connaît, qui en gros, dépose, du plastique ou du nylon ou des résines comme ça, couche par couche pour, créer finalement un modèle en 3D à la fin. Et ben, dans l'industrie, en fait, on a appliqué ce principe pour faire ce qu'on appelle techniquement de la fabrication additive métallique. C'est-à-dire qu'en gros, des pièces qui d'habitude étaient forgées et usinées, hein, donc coulées dans des moules et derrière polies, patinées pour en faire des pièces utilisées dans l'industrie, eh bien,
on peut les fabriquer comme on fabrique des petits objets avec une imprimante 3D, mais évidemment là pas en plastique, comme je le disais, en métal. Et c'est évidemment plus compliqué parce que quand on parle de métal, la matière est évidemment à chauffer. Enfin voilà, il y a plein de façons d'utiliser le métal qui sont plus complexes que le plastique, mais les besoins en taille de pièce et surtout en maîtrise de la qualité de fabrication sont évidemment beaucoup plus conséquents, puisqu'une pièce utilisée dans l'industrie, il faut qu'elle soit parfaite et qu'elle ait toutes les caractéristiques identiques à une pièce qui aurait été forgée. Donc c'est encore un degré d'exigence évidemment supérieur. Mais on fabrique quel type de pièces, par exemple? Alors en fait, ça peut être des pièces dans tout type de secteur, hein, l'énergie évidemment, je vais y revenir, mais c'est l'automobile, le spatial, la défense. Si je prends, un exemple par contre, dans le monde, du nucléaire, on regarde beaucoup ces sujets pour que dans les centrales nucléaires, on puisse imprimer certaines pièces. On a un exemple, d'une de nos filiales, hein, qui s'appelle Framatome. Framatome a travaillé à imprimer une roue de pompe, d'un circuit primaire d'une centrale nucléaire avec cette, technologie. Et donc ça, c'est un équipement évidemment très important parce qu'il assure la circulation de l'eau à haute pression en fait entre la cuve dans la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur, et donc c'est une pièce qui est utilisée dans une centrale nucléaire. Donc on imagine bien le niveau de qualité, de certification qu'il faut pour pouvoir utiliser ça. Et cette roue de pompe, et c'était le premier test que nous avions fait, elle a été imprimée en 3D et certifiée pour être utilisée dans une centrale nucléaire. Donc ça c'est un exemple, mais par définition, tout ce qui est fait en métal peut tout à fait être produit comme ça, et c'est vraiment à l'avantage des industriels parce que c'est évidemment, on l'imagine, très efficace. C'est qu'on peut produire des pièces avec des géométries complexes qu'on pourrait pas réaliser avec des méthodes traditionnelles. Donc c'est déjà un avantage énorme. On peut prototyper. Parce que j'imagine qu'on part d'un modèle 3D virtuel, etc. Exactement, c'est-à-dire on passe vraiment du modèle numérique au modèle physique, comme avec une imprimante 3D traditionnelle. Et donc ça, c'est évidemment très très efficace. Ça permet de prototyper, parce que par définition, on peut faire plusieurs prototypes assez rapidement pour mettre sur le marché plus rapidement certaines pièces, plutôt que faire des moules, plusieurs moules. On imagine bien que c'est beaucoup plus compliqué. Et ça permet même, dans certains cas, d'avoir des produits finis de meilleure qualité que si elles étaient forgées et usinées, traditionnellement. En plus, et ça c'est intéressant, c'est que c'est économique, parce que contrairement aux méthodes qu'on dit soustractives, c'est-à-dire qu'on prend un gros bloc de métal et puis on va le façonner pour qu'il reste plus que la pièce à la fin. Imaginez par exemple que votre MacBook, votre ordinateur portable en aluminium, en fait à la base c'est un bloc d'aluminium qui va être usiné de façon soustractive, c'est-à-dire qu'on va enlever du métal pour qu'à la fin il ait la forme que l'on veuille. Et donc on utilise évidemment beaucoup plus de matériaux et certains types d'alliages, il y a des chutes, et certains types d'alliages métalliques coûtent évidemment très cher. Là c'est l'inverse, c'est-à-dire que là on va vraiment utiliser uniquement le matériau dont on a besoin et donc la quantité nécessaire. Donc ça réduit considérablement les déchets et donc évidemment ça a un impact environnemental positif, d'autant qu'on ne produit plus que des pièces à la demande. Donc il n'y a plus besoin de stock, il n'y a plus besoin d'entrepôt logistique, etc. Donc c'est évidemment très intéressant de ce point de vue-là. C'est vraiment révolutionnaire comme technologie. Merci beaucoup Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Et donc rendez-vous est pris pour Vivatech édition 2025 et nous y serons bien entendu. Allez, on va sortir un peu de la tech pure et dure maintenant pour s'intéresser à un aspect un peu plus humain. Je suis allé à la rencontre de plusieurs Français vivant à New York et travaillant dans le domaine de la tech. Vous avez déjà eu l'occasion d'écouter par exemple l'interview de Ilan Abeyassera il y a quelques semaines sur Monde Numérique. Et bien là, direction le siège de Meta, l'un des buildings qui appartiennent à Meta au cœur de Manhattan à New York, pour retrouver un jeune ingénieur français qui vit là-bas et qui nous raconte un peu son travail. On parle notamment d'intelligence artificielle et puis il nous parle aussi tout simplement de sa vie sur place en tant qu'expatrié au cœur du réacteur de la tech aux États-Unis. Bonjour Tommy Tran.
Bonjour Jérôme. Merci de me recevoir dans ton bureau, qui n'est autre que le siège de Meta à New York. Comment ça s'appelle ici exactement, le quartier? On est à Hudson Yards. Hudson Yards. Il y a plusieurs endroits de Meta, je crois, dans New York. Hein, Exact, ouais, il y a 3 bureaux. Donc un ici à Hudson Yards, Ouais. un à Penn Station et le bureau original à Astor Place. Et évidemment, également le siège en Californie, à San Francisco, et puis des bureaux un peu partout dans le monde, hein, en France, à Paris. Hein, C'est ça, à Paris, à Londres, à Oslo, Voilà. à Singapour. Alors, tu es ingénieur chez Meta depuis plusieurs années déjà. C'est ça, ouais. Ça fait presque 3 ans maintenant. D'accord. Et tu as bossé sur différents projets, en fait. Tu as eu un parcours assez vaste et assez diversifié. C'est vrai, oui. Donc j'ai commencé par le Reality Labs à Meta. Donc c'est le département qui s'occupe des Ray-Ban Stories que les gens doivent connaître maintenant, des casques de réalité virtuelle. Ensuite, je suis passé par Facebook Ads. Donc c'est comme ça que Pub. Meta, oui, c'est ça, la pub. Donc Ouais. c'est comme ça que Meta fait 98% de ses revenus. Et là, maintenant, je suis plus dans une équipe d'infra. Donc avec l'arrivée de tous ces gros modèles d'IA, il nous faut énormément d'énergie et c'est assez important de pouvoir optimiser le coût des serveurs, en fait. Ouais, donc c'est toute la partie data center, etc., la puissance de calcul C'est ça, oui. pour l'IA Voilà. générative. Donc, libérer un maximum de place et de capacité dans ces data centers pour pouvoir entraîner des nouveaux modèles. D'accord. Donc, tu as travaillé sur la VR, et notamment, tu as vu passer entre tes mains les lunettes Orion, tu les as eues entre les mains? J'ai vu Orion, ouais. Ouais, Ouais. elles sont jolies. Je les ai tenues dans les mains. On a hâte de les voir arriver sur le marché, hein, depuis le Ouais. temps que Mark Zuckerberg en fait la pub ici et là. J'ai hâte aussi. Est-ce qu'elles sont jolies? Ouais, très jolies. C'est pas les lunettes les plus discrètes au monde, mais elles ont un petit style. C'est assez prometteur, parce que le truc, c'est que les lunettes, aujourd'hui, les Ray-Ban de Meta peuvent filmer, prendre des photos. Alors, il y a l'intelligence artificielle qui vient d'arriver aussi, hein, Meta AI, donc l'assistant, on peut dialoguer, il y a de la traduction simultanée, c'est assez impressionnant. Mais Orion, l'idée, c'est d'aller plus loin et d'avoir des images affichées en surimpression, donc de la réalité augmentée, des réalités mixtes. Hein, C'est ça, oui, le c'est concept. d'aller par-delà ce concept d'écran 3D et, en fait de projeter toute cette information virtuelle sur le monde qui nous entoure. Ouais. Donc par exemple, je sais pas, s'il y a un meuble dans un bureau que vous aimez bien, peut-être que vous pouvez demander aux lunettes d'identifier ce que c'est. Ouais. Si vous voulez vous projeter projeter un meuble IKEA pour savoir si ça va tenir chez vous, vous pouvez aussi. Génial. Ce qu'on peut déjà un petit peu faire avec un smartphone et puis avec Oculus. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais l'idée, c'est d'avoir un appareil encore plus léger qui permettrait de faire ça. C'est ça, oui, un peu comme tout le monde a une montre aujourd'hui, tout le monde pourrait avoir des lunettes dans le futur. Bon, et c'est comment la vie chez Meta? Tu m'as fait un peu visiter. On a l'impression que Meta, alors malgré l'énorme boîte que c'est devenu, bon, ils essaient de conserver un peu le côté start-up. Alors là, on est installé dans une salle, et à côté de nous, il y a un baby-foot, il y a une table de ping-pong. Bon, c'est presque du classique, mais il y a des choses amusantes. On est passé devant une salle de musique. Il y a une salle de musique avec des guitares électriques. Ouais. Bah, Meta, oui, c'est ça que j'aime bien dans cette GAFA, ou je sais même plus c'est quoi le nom maintenant, GAFAM, Ouais, FANG. je sais même plus ce qu'il faut dire non plus. Ouais. Mais parmi les big tech, Meta, c'est une des plus petites big tech, finalement. Ah ouais? On se rend pas compte, mais il y a peut-être 70 000 employés, mais comparé à Amazon qui a presque 1 million, ou à Google qui sont à quelques centaines de milliers, c'est une boîte qui est restée relativement petite et qui arrive en tant qu'ingénieur, en fait, tu peux quand même travailler à une vitesse assez grande. Donc ça va moins vite que certaines startups comme Ramp, par exemple, mais ça va quand même relativement vite. D'accord. Ouais. Tu as assez de liberté, donc t'as pas ce sentiment d'être dans une grosse corporation. Et comment ça se passe? Tu peux passer d'un service à un autre, d'un projet à un autre, Ouais, etc. bah, tu fais ce que tu as dit au début de l'interview, hein, donc moi j'ai fait différentes équipes, et ça permet aux gens, en fait, voilà, au bout de quelques années, des fois, ils ont envie de changer de projet. Tu t'en as marre, tu changes C'est de ça, projet. et d'apprendre de nouvelles choses, si par exemple tu étais passionné de VR, mais d'un coup tu as envie de faire de l'AI parce que tout le monde en fait, bah tu peux. Ouais. Donc ouais, c'est une boîte qui est assez libre sur ce côté-là.
Et ce qui est amusant, c'est que c'est des entreprises qui recrutent en permanence, en plus. Ouais, Qui recherchent... la compétition est fierce, mine de rien, surtout avec la course à l'IA en ce moment. Donc, t'as les gros concurrents comme... Vous avez une grosse pression en interne à cause de ça, de l'intelligence artificielle. Alors, c'est amusant parce que au moment où on se parle, là, aujourd'hui même, Mark Zuckerberg fait des annonces avec Satya Nadella de Microsoft. Ils sont en train de dévoiler l'application Meta AI. La Macon, ouais. Ouais. C'est une race, enfin c'est une course globale. Donc parmi tous les concurrents américains, donc Google, OpenAI, Anthropic, tous ceux que vous connaissez, mais aussi contre les Français, Mistral, contre les Chinois avec DeepSeek. Ouais. Je dirais que c'est la course dans laquelle il faut courir en ce moment. Ouais. Écoutez la suite de cette interview dans Monde Numérique l'Hebdo Premium ou en épisode séparé dans quelques jours sur le fil du podcast Monde Numérique et en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Monde Numérique, l'hebdo du samedi 17 mai 2025. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'hebdo. D'ici là, chaque jour, un épisode de Monde Numérique, des interviews, des actus, des éditos, etc. Donc, restez fidèles, abonnez-vous, parlez-en à vos amis, surtout abonnez vos amis à ce podcast. Abonnez-vous vous-même, si vous le souhaitez, bien sûr, à la newsletter. Il suffit d'aller sur mondenumérique.info et vous recevrez chaque jour dans votre boîte mail une actu liée au podcast Monde Numérique. Vous pouvez, et je le répète, je sais, chaque semaine, mais c'est important, déposer 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire si vous le souhaitez. Sur Apple Podcast, on commente l'intégralité de l'émission, du podcast, et sur Spotify, là, vous pouvez commenter carrément l'épisode. Voilà, tout dépend de la plateforme sur laquelle vous écoutez, mais Monde Numérique est également disponible sur toutes les autres plateformes, sur Deezer, sur Podcast Addict, sur YouTube, etc. Et aussi sur le site mondenumérique.info avec même les chapitres, les accès directs aux différentes séquences. Voilà, merci encore pour votre fidélité. Je vous prépare plein de choses sympas pour les semaines à venir. Et donc, je vous souhaite d'ici là une très bonne semaine pleine de tech. Salut!